Aussi rude que l'hiver, par Quentin Clément. Partie 25. Résumé de la situation. Mineros et Kriagos ont fait une trêve, afin de combattre la menace d'Adonar. Mais les deux vieux ennemis ne s'accordent aucune confiance, la seule raison forçant Kolgar à tenir sa parole étant la promesse de l'ordre des druides d'exempter la capitale Kriagos de l'obligation qu'un druide siège à son conseil. Ravagée par l'attaque des cannibales, la capitale Indus n'avait plus personne pour la diriger, alors que Yurgad, le champion du clan, a trouvé la mort sans que le roi Glorgeur n'ait laissé d'héritier. C'est alors qu'est arrivé Tiner, le frère de Glorgeur et souverain légitime du clan Indus, à la tête d'une armée de mercenaires appelée les Loups Sanglants. Déterminé à faire tomber Adonar, il a exigé de ses vassaux d'envoyer des renforts aider à la reconstruction de la capitale, mais aussi des guerriers. Mais Tiner est un homme colérique et sadique que tous craignaient de voir monter sur le trône. L'encapuchonné, quant à lui, garde précieusement le corps d'Adania ainsi que le médaillon qui lui permet de la maintenir en vie. Utilisant ses pouvoirs pour surveiller les décisions des rois, il compte mettre en place son plan pour contrer les clans qui s'opposent à lui sans sortir de l'ombre. 10e jour du mois de l'Aulne, ville de Minet, territoire Indus. Anar, le chef de la ville, relisait encore une fois la missive qu'il avait reçue du roi Tiner. Sa Majesté lui ordonnait, ainsi qu'à tous ses vassaux, d'envoyer des ouvriers et des guerriers afin de reconstruire la capitale ravagée par l'assaut des cannibales. Il regardait par la fenêtre. Il ne voyait que désolation et sang dans sa propre ville. Le clan Indus possédait une cicatrice le traversant de part en part, du sud au nord, suivant l'itinéraire de l'armée d'Adonar. La capitale n'était pas la seule ville à avoir été ravagée et à toujours saigner du violent assaut. Tous les charpentiers, forgerons et même tous ceux capables de tenir un marteau travaillaient déjà d'arrache-pied à la reconstruction de Minet. Il avait même fait venir des artisans et architectes du clan Molik. Et là, voilà qu'un homme dont personne n'avait entendu parler depuis des années venait donner des ordres accompagnés de menaces. Ordre voulant qu'il abandonne son propre peuple pour une capitale dont il n'avait reçu aucune aide lorsque les cannibales étaient arrivés aux portes de Minet. Lorsque Glorgeur était mort, il se souvenait que sa femme avait pleuré, comprenant que le frère du glorieux roi allait prendre le pouvoir et faire vivre au clan ses heures les plus sombres depuis des siècles. Et aujourd'hui, elle était morte, tuée par les cannibales, avec leurs 3 fils. Et où était Tiner ce jour-là? Minet avait-il eu le moindre soutien? Non. Alors pourquoi lui qui avait tout perdu devait-il à présent abandonner les siens pour cet enfoiré de mercenaire indigne de la royauté? D'un geste rageur, il chiffonna la lettre et la jeta au sol avant de cracher une épaisse glaire sur le papier. Il ferma ses poings qu'il abattit sur le bureau plusieurs fois, serrant les dents pour retenir des larmes de rage. Tiner avait une armée, et lui, quelques braves qu'il enverrait à une mort certaine s'il résistait. Il allait appeler un messager afin d'aller faire connaître sa réponse positive et présenter ses respects au roi, quand on frappa à sa porte. « Entrez !» Un jeune garde qui n'avait pas 17 ans vint se présenter à lui. « Un homme veut vous voir. »« Un homme ? Oui, évidemment, c'est exactement la personne que j'attendais, » répondit le chef de la ville sur un ton sarcastique. « Ah, vous l'attendiez? Je le fais entrer ?» Anar soupira. « Petit gars, il va falloir que tu sois plus précis que un homme. Il y a des tas d'hommes dans le monde. » Le jeune homme rougit et bafouilla. « Oui, pardon, cet homme-ci, c'est un étranger. Il porte une cape et il a les cheveux gris. »« Une cape et des cheveux gris, dis-tu » reprit le chef toujours aussi moqueur. « Mais pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Fais-le entrer !» Le garde s'exécuta et sortit immédiatement de la pièce. Anar ouvrit une armoire et en sortit une bouteille de clairet dont il remplit une corne à laquelle il but. Le jeune revint quelques minutes plus tard, accompagné par un homme avec une cape et des cheveux gris. « Je vous suis reconnaissant de me recevoir, » remercia l'étranger. « Ce n'est rien, on m'a tant vanté vos qualités que j'étais obligé d'accepter, » répondit Anar qui tendait la corne à l'autre qui la saisit. L'invité ne comprit pas la remarque, mais but une grande gorgée de l'alcool épicé qu'il rendit ensuite à son propriétaire qui la posa sur son bureau avant de s'asseoir et de prendre la parole. « Bien, maintenant que vous êtes accueillis chez moi, j'aimerais savoir qui vous êtes. »« Je me nomme Eran, je suis Vat. Ma maîtresse a été tuée par les cannibales et je cherche quelqu'un à qui faire profiter mes dons. » Anar posa son regard sur le garde et d'un signe de tête lui fit comprendre de quitter la pièce. Le jeune s'exécuta et ferma la porte derrière lui. « Pourquoi venir me voir, moi, et pas le roi? Il sera un bien meilleur maître, non ?» Eran répondit avec un sourire. « Je vois ma vie sur le long terme, voyez-vous.
Tiner serait bon pour moi dans l'immédiat, mais vu la révolte qui se prépare, je préfère être du côté des vainqueurs. Il venait de piquer au vif la curiosité d'Anar, qui se redressa sur son siège. « Quelle révolte ?» demanda-t-il, en conservant toute sa réserve. « Celle que vous et d'autres chefs indus allez gagner. Vous n'imaginez quand même pas être le seul à redouter Tiner plus encore comme roi que comme ennemi. N'importe quel imbécile qui a traversé quelques campagnes pourrait dire ça. Il en faudra plus pour me convaincre. » Eran hésita une seconde. « Votre femme, pensez-vous qu'elle est la seule femme à avoir pleuré son règne ?» Anar ne répondit pas. Comment cet étranger pouvait-il savoir cela? Il était partagé entre la merveille et la peur. Il avait toujours été relativement sceptique quant aux prédictions des Vates, mais là... Eran surenchérit. « La missive qui vous ordonne de livrer vos hommes, vous pensez être le seul à l'avoir jetée au sol et craché dessus ?» Cette fois, il avait achevé de le convaincre. « Et comment vais-je vaincre les loups sanglants de Tiner ? Vous n'allez pas le faire. Du moins, pas tout seul. Je vais vous donner quelques noms de chefs indus prêts à prendre les armes avec vous. Croyez-moi, vous avez des avantages sur lui que vous ne soupçonnez même pas. À commencer par moi, votre fidèle serviteur. La capitale est morte, Tiner n'a ni l'amour de son peuple, ni les forces pour repousser une réelle révolution. Il compte sur le fait que tous les chefs de village vont penser être seuls et ne pas oser se dresser contre lui, mais... si vous êtes unis, vous serez invincibles. Anar n'hésita pas. Sa femme, ses enfants, tous ceux qu'il aimait étaient morts devant lui. Il avait vu sa ville brûler, ceux qu'il devait protéger, le peuple dont il était responsable, massacré dans la plus grande violence. Et pour achever son désespoir, un despote lui ordonnait de ne rien reconstruire et lui refusait de réparer les dégâts de son échec. Il aurait écouté n'importe qui, lui promettant mieux que le destin funeste qui semblait se dessiner. « Je t'écoute, donne-moi tous les détails. » 11e jour du mois de l'Aulne, capitale Kriagos. Kolgar était assis dans son bureau, observant par la fenêtre, avec pour seule compagnie le désespoir et l'ennui. « Me voilà allié aux Mineros », soupira-t-il en regardant les flocons de neige tomber lentement sur le sol, ressemblant à des morceaux de ciel brisés. « Mes ancêtres doivent bien rire de moi. » On vint frapper à sa porte. Il répondit d'entrée, et Diina fit son apparition. Comme une ultime humiliation, le terme de cette moquerie du destin. Il sentit un brin de rage lui percer l'estomac. « Bonjour, mon roi, » dit-elle dans une légère révérence respectueuse. « Qu'est-ce que tu veux ?» répondit Kolgar d'un ton impatient, sans montrer le respect que la femme lui avait offert, encore moins celui dû à son rang de druidesse. Dire que la première fois qu'il l'avait vue, il s'était senti attiré par elle. Il s'en étonnait toujours, bien que ce sentiment s'était dissipé à peine avait-elle ouvert la bouche. « J'ai surpris un discours de votre champion, Julcar. »« Et alors ?»« Il était en train de dire à vos hommes que l'ordre des druides a trahi le clan Kriagos, que nous ne respectons pas nos paroles et n'avons pas d'honneur. C'est intolérable. Je conserve mon calme, mais je pense qu'il serait bon de rappeler à vos guerriers le respect qu'ils doivent à l'ordre. » Kolgar se leva de son siège et posa les deux mains à plat sur le bureau, prenant une posture imposante. « Je ne vois pas où est le problème. Il ne fait que dire une vérité. Il y a moins d'un mois, j'avais le clan Mineros, nos seuls rivaux dans le nord, au creux de la main. Vous avez vous-même accepté de m'affranchir de l'obligation du conseil d'un druide si je me joignais à votre combat contre Adonar. Et vous voilà, dans ma capitale, entrant dans mon bureau pour me dire quoi faire de mes guerriers. Julcar dira que vous êtes malhonnête s'il lui plaît. Julcar vous traitera de salope, de pute ou de chienne s'il lui plaît. Julcar vous violera au fond d'un bois ou sur la grande place avant de vous égorger s'il lui plaît. Je n'interviendrai pas. Je vous aide à combattre Adonar, je n'ai donc aucune obligation vis-à-vis de vous. Si vous avez peur, vous pouvez quitter ma capitale, je ne vous retiendrai pas. » Mais Diina n'avait pas peur. Elle était enragée. Conservant un semblant de calme, elle s'approcha du bureau de Kolgar, y posa ses mains de la même manière que son interlocuteur et colla son visage à celui du roi. Elle était druidesse, et il avait menacé sa réputation, sa vie et son honneur. Jamais personne ne lui avait adressé la parole en usant d'un ton pareil, et elle entendait bien remettre ce petit roi à sa place. Peut-être est-ce moi qui finirai par violer ce gamin. Si vous pensez me faire peur, vous ne savez pas à qui vous vous adressez. Menacez-moi encore, parlez-moi encore sur ce ton, et je vous rendrai impuissant, incapable de satisfaire qui que ce soit. Même votre pute de mère à qui personne ne donne de plaisir vous trouvera mou. Quant à Julcar, ou n'importe lequel de vos hommes, s'il me touche, je lui trancherai les couilles. Kolgar s'était mis un sourire.
Il n'avait vraiment jamais imaginé qu'un druide puisse utiliser ce type de langage. Une femme qui plus est. Celle-là était visiblement faite d'un bois différent de ses homologues. Elle était même plutôt faite d'acier. Elle n'en était pas moins une nuisance. Et de nuisance, elle venait de passer à ennemi. Ils se toisèrent ainsi, sans plus dire un mot, un temps indéfinissable. Quand on frappa à nouveau à la porte, les deux reprirent leur distance. Kolgar ordonna d'entrer tandis que Diina quittait la pièce. Elle allait vraiment finir par lui poser problème. Cela venait de se passer entre quatre yeux, mais si une scène pareille devait se jouer devant le peuple, si les guerriers Kriagos voyaient le roi se faire ainsi tenir tête par une femme, druidesse qu'on lui avait imposée, sa réputation de terreur allait être ébranlée. On n'était pas chez les Mineros ici. Chez les Kriagos, les rois devaient être effroyables ou tomber face à un homme plus craint. Si cette femme mettait en danger sa réputation, elle mettait aussi en danger sa vie. La porte s'ouvrit et la druidesse sortit, saluée par un garde qui entra dans le bureau du roi. « Bonjour, Kolgar. Qu'est-ce qui se passe ? Un homme demande à vous voir. C'est un étranger d'une quarantaine d'années. Il dit s'appeler Brao et avoir des informations pour vous. »« Bien, fais-le entrer. » Le garde fit un signe vers l'extérieur de la pièce et un petit homme assez maigre, portant une cape et coiffé d'une capuche, entra. Kolgar lui poussa un siège et lui fit signe de s'asseoir. Sans dire un mot, l'inconnu prit place. Le roi tourna autour de lui, un air intimidant. Après ce qui s'était passé avec Diina, il aurait été ravi de passer ses nerfs en tuant un pauvre homme innocent. « Alors dis-moi, Brao, qu'est-ce que tu viens faire dans ma capitale? Tu crois que j'ai rien d'autre à foutre que de t'écouter? Tu sais pas à quel point je suis occupé ?»« Si, je le sais, répondit l'homme. Vous devez faire face à la trahison de l'ordre des druides, à la menace d'Adonar l'encapuchonné, le tout en restant prêt pour attaquer vos vieux rivaux sans attendre dès que votre druidesse sera partie. » Kolgar cessa de tourner autour de son invité. Il était pour le moins interpellé par tout ce que semblait savoir cet homme. Était-il un espion? Un traître venu vendre des informations sur le camp ennemi? Brao termina. À condition, bien sûr, que l'ordre respecte sa parole. Intrigué par cette dernière parole, Kolgar fit signe à son garde de quitter la pièce, ce qu'il fit. Il alla ensuite s'asseoir en face de cet homme déjà surprenant. « Parle clairement, » ordonna-t-il. « J'ai pas besoin d'être clair, puisque je ne dis que des choses que vous savez déjà. Sans rire, que les druides acceptent de lâcher leur pouvoir et vous laissent décider de votre propre destin vous-même. Diina compte bien rester ici plus longtemps que vous. Je n'ai pas prévu de mourir avant elle. Vous ne l'avez pas prévu, mais les druides et les Mineros, si. Durant cette guerre contre Adonar, les Fianna ont pour mission de vous assassiner. Sans vous, personne ne pourra réclamer cette dette que les druides ont envers vous. Réfléchissez. Pourquoi se sont-ils montrés aussi insistants pour que vous rejoigniez leur combat? Pour que vous soyez à portée de dague. Et parce que c'est le seul marché qu'ils ont réussi à passer avec les Mineros pour que ces derniers se joignent à eux. L'aide des Mineros contre votre mort et en bonus, vous vous joignez vous aussi à l'effort de guerre. Réfléchissez. Les druides auraient vraiment accepté de vous affranchir s'ils n'avaient pas su que vous seriez mort bien avant? Tout cela semblait avoir tellement de sens. Kolgar avait beau réfléchir, chercher la faille dans les paroles de Brao, il n'en trouvait pas la moindre. « Et comment tu sais tout ça? »« Je suis Vat. » Un sourire narquois se dessina sur le visage du roi. « Je vois, ce sont donc les dieux eux-mêmes qui t'ont dit tout cela, quelque chose comme ça, c'est ça ?» Brao lui rendit son sourire. « Pas les mêmes dieux que vénèrent les druides. Un dieu beaucoup plus puissant et infiniment plus sombre. Un dieu qui ne respecte pas la faiblesse et la lâcheté. » Kolgar ouvrit un tiroir de son bureau et en sortit une bouteille d'hydromel ainsi que 2 petites chopes qu'il commença à remplir. « Et donc, par quoi ton dieu voudrait que je commence? » « Vous le savez déjà, nous allons assassiner Diina. »« Nous. » Le Vat avait employé le terme « nous ». Et le roi le laissa faire, et lui tendit l'une des chopes. « Continue. » 11e jour du mois de l'Aulne, dans une ferme proche de la capitale Roniac. Après cette dernière séance de méditation, les disciples d'Adonar s'étiraient, remettant leur corps et leur esprit de cette sortie astrale grâce à laquelle ils avaient été témoins des échanges entre les rois et les Vats. 2 sur 3, voilà qui est encourageant, remarqua un jeune homme en étirant son épaule qui craquait. Yann n'a pas échoué, rétorqua un autre. Adonar avait bien dit qu'il serait très difficile de convaincre Erdur, le roi Goëth. Mais l'assassinat s'est plutôt bien passé. Les Goëth se retrouvent sans roi et en pleine guerre civile. Donc avec Eran qui pousse une révolte contre Tiner et l'empêchera de nous combattre, et Brao dont Kolgar boit déjà toutes les paroles, c'est bien 3 sur 3.
Si on m'avait donné la mission d'Yann, j'aurais convaincu Erdur, se vanta le troisième. Alors, explique-moi pourquoi le maître ne t'a pas envoyé toi? Ben, tu n'auras qu'à lui demander quand il sera de retour. Ils n'attendirent pas longtemps, car on entendit la porte d'entrée s'ouvrir, puis se refermer, suivi du pas léger d'Adonar grimpant les marches de l'escalier menant à la chambre où les disciples avaient pris l'habitude de méditer. La porte s'ouvrit doucement, dévoilant le maître qui entra, une bouteille dans chaque main. « Je nous ai trouvé de l'hydromel, tout droit importé de la meilleure hydromellerie du territoire rhôniaque. Nous avons quelque chose à fêter aujourd'hui. » Il s'assit par terre, aux côtés de ses disciples, et entreprit l'ouverture des bouteilles à l'aide d'un tire-bouchon. « N'est-ce pas prématuré de faire la fête ?» demanda le plus jeune. Adonar sourit en lui passant une bouteille. Il passa l'autre sur sa droite avant de se laisser aller à une légère et brève hilarité. « Mes disciples, commença-t-il, mes amis, mes fils, hier, 4 des plus grandes puissances du monde connu des hommes voulaient ma mort, et demain, elles vont s'entretuer et m'oublier. Et ça, juste parce que je leur ai dit de le faire. N'est-ce pas magnifique? Si on ne peut pas se réjouir de cette vaste farce, de quoi peut-on bien encore se réjouir? » Le perplexe se laissa convaincre. Il sourit à son tour et but une grande rasade d'hydromel. L'alcool lui parcourut la gorge, chaud, sucré, apaisant. Il était resté mort près de 6 siècles. Il avait oublié le plaisir de l'hydromel, plus agréable que celui des femmes. « Je dois avouer que votre plan était parfait, » congratula-t-il pour flatter son maître en passant la bouteille. « Vous n'aviez pas affaire à des fermiers, mais bien à des rois, et pourtant ils vous ont suivi sans se poser de questions. » « En réalité, reprit Adonar, j'aurais eu bien plus de difficultés avec des fermiers. » L'une des bouteilles lui revint et il s'en resta le gosier, presque jusqu'à le noyer. « Ce sont des hommes de pouvoir, » expliqua-t-il après cette rasade. « Ils sont bêtes et vaniteux. Ils ont tellement envie qu'on leur dise ce qu'ils veulent entendre, qu'on flatte encore leur ego fragile, qu'ils seraient prêts à suivre n'importe qui leur promet un peu plus de pouvoir. Un fermier aurait peut-être pensé que mes promesses étaient trop belles, aurait remis en question la parole d'un vat. Mais un roi... » Il éclata de rire, un rire forcé, rhétorique, ne montrant pas un réel amusement, mais démontrant le ridicule de la situation. Il se leva finalement, et ses disciples restèrent assis. « Habillez-vous bien ce soir. Je vous ai dit que nous allions fêter ça, alors j'ai engagé un cuisinier pour nous porter un festin. Je veux que vous fassiez bonne impression devant notre invité. »« Vous allez la laisser manger avec nous ?» s'offusqua l'un des disciples. « Mais si elle est en cage, c'est pour une bonne raison, non ?» Adonar posa sur lui un regard sec, à l'opposé le plus strict du ton qu'il avait employé jusque-là, et répondit d'un calme autoritaire qui imposait la plus pure obéissance. « Oui, et cette raison, c'est que je l'ai décidé, et maintenant je décide qu'elle mange avec nous ce soir. Mais peut-être es-tu incommodé? Dis-moi, es-tu incommodé? Ou cherches-tu peut-être à ce que moi je le sois? Tu n'as pas envie que je regrette ta présence, si ?» L'homme se sentit pâlir alors que l'effroi crispait les traits de son visage. Il sentit son estomac se nouer, autant par peur de la colère d'Adonar que par honte de l'avoir froissé. « Non, non, balbutia-t-il. Je vous jure, je voulais pas être désagréable. »« Bien, alors si tu ne veux pas l'être, ne le sois pas. » Et Adonar quitta la pièce. Il descendit les escaliers, souleva le tapis qui menait à la cave et y retrouva Arella, toujours enfermée dans sa cage, allongée sur sa couche. « Bonjour, salua-t-il. »« Bonjour, répondit-elle. « Comment vas-tu aujourd'hui ?»« Bien, merci, je me sens de mieux en mieux. J'ai recommencé à faire des pompages. J'en ai fait 15 hier soir, mais c'est toujours 15 de mieux que la veille. » Il lui lança un large sourire agrémenté d'un soupir rassuré, murmura même un remerciement à l'attention des dieux, et surtout d'Arella. « Je suis vraiment ravi de l'apprendre. Puis-je t'échanger une bonne nouvelle contre une autre bonne nouvelle ?»« Oui, bien sûr. » « Mes hommes se sont assurés que les environs étaient sûrs, tu ne risques rien. Tu vas donc pouvoir quitter cette prison et nous rejoindre au-dessus. » D'un bond, elle se redressa, enchantée. « C'est vrai? Je ne vais plus être enfermée ? » « Eh bien, tu es toujours très faible, tu comprends qu'on ne va pas te laisser sortir et risquer de te faire tuer à l'extérieur. La moindre maladie due au froid pourrait être fatale. » Elle ne connaissait rien à la magie, que ce soit celle des druides ou celle qu'utilisait Adonar, mais le croyait sur parole. « Je ne vais pas partir, vous avez été bon pour moi. Grâce à vous, je suis vivante et en bonne santé. J'ai encore besoin de reprendre des forces et puis vous allez me rendre Argor. » Elle ne mentait pas, l'encapuchonné le sentait. « Argor reviendra. Il te cherche. Il suffit juste qu'il te trouve ici. » Adonar ouvrit la porte à l'aide de ses clés. « Tu peux officiellement sortir. Considère cette cellule comme ta chambre. Elle ne sera plus jamais fermée. » Et il partit en laissant la porte ouverte derrière lui. Arella aurait voulu partir, quitter cette cave,
mais elle sentait qu'elle avait encore besoin de dormir. Elle se coucha et ferma les yeux. La charrette repartait de la ferme, tirée par des bœufs, tandis que l'aubergiste et son fils rentraient après cette demande fort particulière de la part du nouveau propriétaire terrien. On lui demandait souvent de préparer à l'avance des repas bien particuliers pour un groupe de personnes. Cela n'avait rien d'inhabituel. Mais qu'on lui demande de le livrer, ça, c'était une première. Mais vu ce que l'étranger était prêt à payer pour ses services, personne n'aurait refusé. Dans la maison, les disciples terminaient de disposer les différents plats sur la grande table lorsqu'Arella fit son entrée. Elle se sentait encore mal, mais pas assez pour refuser un tel festin. On n'avait pas eu besoin de venir la prévenir du début du repas, tant l'arôme des viandes et des sauces était fort. Au centre, des morceaux de porc baignaient dans une grande casserole presque remplie d'une sauce à la bière. 5 poulets, dégoulinant eux aussi de sauce, mais celle-ci plus forte et rouge, certainement au vin, décoraient la table par-ci par-là. Ils étaient accompagnés de dés de viande de bœuf, ceux-ci avaient été bouillis dans l'huile. Et enfin, en grand signe de fête, chaque convive avait droit à un steak de sanglier recouvert de champignons. Le tout était évidemment complété par plusieurs pains et quelques bols remplis des légumes que l'on trouvait en cette saison, même si, Arella l'avait compris, ce repas serait avant tout destiné à des carnassiers. Elle huma avec envie, profitant de la bonne odeur de chair cuite, et s'approcha de la table. « Prends place, je t'en prie !» proposa Adonar, tandis que les autres disciples s'installaient. Elle s'assit et l'encapuchonné vint à côté d'elle. « Voici Dranek, Iliard, Yavad, Monage, Unir, Vranar, Drevon, Krudik, Vreyon et Frek », présenta Adonar, en pointant tour à tour son doigt sur chacun de ses disciples. Ce dernier, Frek, ne s'assit pas à table avec les autres, mais s'installa à une petite place un peu en retrait. Il tenait une lyre qu'il accordait, alors que Yavad lui apportait un bol de ce porc sauce à la bière dont l'odeur alléchait tout le monde. Arella n'avait jamais pu voir à quoi ressemblait la ferme où elle était captive. Elle ne savait d'ailleurs même pas qu'il s'agissait d'une ferme. La salle à manger était immense, presque aussi grande qu'une étable. Elle se demandait à qui appartenait cette habitation, visiblement à des gens très fortunés. Une maison pareille, seuls les nobles en possédaient chez les Indus. Et ici, c'était celle de fermier. Elle comprit très vite qu'elle se trouvait en territoire rognac. Un grand feu de cheminée crépitait dans un rythme dissonant avec l'accordage de la lyre, mais provoquant tout de même un son apaisant. Une grande table, puisque les 11 personnes y étaient assises, finement taillée et décorée par un maître, était dressée au centre de la pièce. Les sièges possédaient des dossiers très ouvragés, habillés de sculptures métalliques dorées. Elle n'osa pas imaginer qu'il s'agissait vraiment d'or, représentant des bois de serre. Au mur, on pouvait voir de nombreux trophées de chasse, mais aussi des gravures au format straight, mais à la symétrie parfaite sur quasiment l'entièreté de la salle. Même le bois sentait l'argent. On servit la jeune fille sans qu'elle ne demande rien, et lorsque tout le monde fut prêt, on commença le repas. Très vite, Frek démarra ses mélodies belles et apaisantes. Arella l'observait du coin de l'œil, admirative. Le garçon avait coincé son instrument de musique entre ses genoux et y jouait d'une seule main, avec la rapidité et l'adresse d'un barde accompli, alors que de l'autre main il portait la nourriture à sa bouche, sans même regarder son ouvrage qui semblait d'un naturel déconcertant. Elle se saisit d'un morceau de pain dont elle se servit comme d'une pince pour prendre un morceau de porc, sans se priver de touiller de la sauce pour en imprégner l'ustensile improvisé. Elle en emplit sa bouche en tentant de garder sa retenue et de ne pas dévoiler sa voracité. Elle se souvenait, un peu douloureusement, du jour où le champion Yurgad l'avait invitée à une fête en compagnie de Glorger, le roi des Indus. Rien que ça. Le cuisinier qui s'était occupé du repas était un grand maître. Ce qu'il avait préparé était resté pour elle la meilleure chose à laquelle elle avait goûté. Elle se souvenait très bien de ce chef. Le pauvre, il aurait trouvé son maître face à un simple tavernier rognac. « Tu aimes ?» demanda l'encapuchonné qui ne cessait jamais sa démarche visant à se rapprocher de la jeune fille. « C'est délicieux, merci beaucoup, » répondit-elle en souriant, baissant sa garde. « Comment avez-vous trouvé assez d'argent pour ce festin ?»« Je ne l'ai pas trouvé, je l'ai, c'est tout. »« Nous sommes une famille très ancienne et très noble, » expliqua l'un des disciples. Elle avait déjà oublié le nom de celui-là. Était-ce Iliard ou Yavad? Ou c'était Yaved? Elle ne savait plus, et d'ailleurs elle s'en fichait. « Vous êtes tous de la même famille ?» demanda-t-elle. « Des frères, des cousins ?»« Des frères, » répondit un autre. Celui-là, elle avait retenu son nom, c'était Vranar, ou Drevon. Et non, en fait, elle ne savait plus non plus. « Nous sommes tous des frères ici, même si nous n'avons pas les mêmes parents. »« Des frères d'armes ?» demanda-t-elle, essayant de comprendre. « Oui, un peu, » reprit Adonar en riant sympathiquement, « dans le sens où nous marchons dans un but commun et que nos vies dépendent des autres. » Arella n'aimait pas les énigmes, elle ne chercha pas à comprendre plus longtemps. Il finirait par lui dire, ou pas,
Cela avait finalement autant d'importance que leur nom. Frag fit une fausse note. Les autres lui lancèrent un regard surpris, auquel il répondit par une mimique de malaise assez drôle, avant de reprendre, entraînant un rire sincère autour de la table, auquel se joignit la jeune fille. « Je ne sais rien de vous, dit-elle, mais vous avez raison, vous êtes visiblement une famille. » Elle repensa à sa mère, à ses sœurs, au viol qu'elle n'avait pas pu empêcher, à leur corps déchiré, dévoré par des monstres, à son impuissance. Elle aurait tant voulu égorger celui qui avait ordonné l'attaque de la capitale Indus, mais Argor l'avait déjà fait. Elle repensa à lui, ce qui lui fit tout aussi mal. « Ne t'inquiète pas pour lui, souffla Adonar. Il sera bientôt à nouveau parmi nous. » Elle s'étonna de ses paroles. Comment Adonar savait-elle à quoi elle venait de penser? « Et vous êtes qui, au juste » demanda-t-elle un peu maladroitement. « Qui je suis? Tu le sais déjà, ça. »« Non, justement, je ne le sais pas. Vous êtes là avec vos beaux sourires, vos belles paroles, mais ne me prenez pas pour une idiote. Quand on cache son visage, c'est qu'on veut se cacher. Je sais que j'ai été grièvement blessé lors de l'attaque de la capitale. Je sais que vous m'avez sauvé grâce à mon collier, et que si je le retire, je risque la mort. Mais je n'ai aucune idée de comment vous avez fait ça, encore moins de pourquoi. » Adonar ne répondit pas. Les disciples cessèrent leur repas, se regardant les uns les autres. Aucun n'osant tenter d'expliquer quoi que ce soit à la jeune fille, attendant de savoir ce que leur maître allait bien pouvoir dire. Mais elle reprit la parole. « Je sais aussi que vous avez une armée. Lorsque j'ai revu Argor peu après la bataille, j'étais dans un campement militaire. J'imagine que vous combattiez les cannibales avec l'aide d'Argor, mais je n'ai aucune idée de quel était le clan d'origine de cette armée, ni de votre rôle. Et je me demande maintenant, elle est où, cette armée ?» L'encapuchonnée se racla la gorge. Elle n'était pas juste une jeune guerrière. Elle était intelligente, probablement plus qu'Argor. « L'armée qui les a affrontés était en fait une alliance des Mineros, des Kriagos et des Goeth, expliqua-t-il. Moi et mes disciples avons aidé à cette victoire à notre façon. Comme tu l'as compris, je maîtrise certains arts, interdits par les druides. Je ne vais pas te mentir, j'avais un intérêt personnel à la défaite des cannibales. J'avais besoin de guerriers comme Argor. Pour qu'ils me rejoignent, je t'ai soigné. Je te soigne encore aujourd'hui. Malheureusement, nous nous sommes perdus de vue après la bataille. Je ne sais pas où il est exactement, mais je suis certain qu'il te cherche. » Effectivement, Adonar n'avait pas menti une seule seconde. Il avait juste omis certains détails. « Donc, vous vous battez pour vous et pas pour les autres. Des gens vous suivent, se battent pour vous, mais vous les envoyez mourir pour votre propre intérêt. » Adonar marqua un arrêt. Il posa ses coudes sur la table et répondit en plongeant un regard dur dans les yeux d'Arella. « Regarde les rois, exposa-t-il. Ils se font la guerre, se trahissent, tuent des innocents pour leur territoire. Regarde Almus, Colgar, Dalos ou même Glorgeur, le roi que tu as servi. Je ne suis pas pire qu'eux. J'ai juste un peu plus d'ambition et des armes qu'ils n'ont pas. Ils ne se sont pas ligués contre les cannibales par amour de la justice ou de l'honneur, mais juste parce que c'était un danger commun. Un danger pour leurs empires et leurs influences politiques. Mais eux, ils se battent sur le champ de bataille, l'épée à la main. Vous, vous utilisez une magie réservée aux druides. Mais s'ils avaient mon pouvoir, tous l'utiliseraient exactement de la même façon que moi, sauf peut-être lorsque je t'ai sauvé la vie. « Et la mienne » répondit l'un des disciples. « Oui, tout à fait » acquiesça l'encapuchonné, visiblement très satisfait. « Sais-tu que tous les gens autour de cette table seraient morts sans la magie que tu critiques ?» Elle ne répondit pas. Adonar insista. « As-tu pensé à ce que tu allais faire après ton rétablissement ? Tu es une guerrière, il te faut une cause pour laquelle combattre. Pourquoi pas la mienne ? Tu te battrais aux côtés d'Argor au lieu de te battre contre lui. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle avait songé à retourner à la capitale, travailler à la reconstruction et reprendre sa vie. Ce qui voulait dire effectivement reprendre la guerre contre les Goeth, se battre à nouveau contre l'homme qu'elle aimait. « Et c'est quoi votre cause ?» demanda-t-elle. L'encapuchonné s'enfonça dans son siège. Il prit une minute pour réfléchir à comment il allait présenter les choses. Il y a 670 ans, les hommes étaient encore en guerre contre les Fomors pour le contrôle des terres de l'Arc. Mais n'imagine pas cette guerre comme celle que tu as connue. Imagine-toi plutôt des pauvres airs chassés de leur pays parce que des hommes y devenaient fous et se massacraient entre eux, se torturaient, guidés par des hommes de pouvoir tellement avides de sang qu'ils faisaient mourir des populations entières, même pas pour le pouvoir comme les rois d'ici, mais juste parce qu'ils y prenaient plaisir. Le ton d'Adonar était douloureux. Arella aurait presque pu croire qu'il avait vécu tout cela, mais elle ne l'aurait jamais réellement cru. Pourtant, c'était la vérité.
Imagine ces pauvres gens forcés de se battre tous les jours pour survivre, non pas contre des êtres humains, mais contre des bêtes immondes, des monstres malades de violence. Et imagine aussi ce qu'ont vécu tes ancêtres en combattant les cadavéreux qui accompagnaient les Fomors, lorsque leur père ou leur mère mourait puis revenait à la vie pour s'en prendre à eux. Imagine ces 15 années qu'ont vécu les premiers venus ici. Mais les hommes de l'époque étaient les mêmes qu'aujourd'hui, avides de pouvoir, traîtres, ne cherchant que l'intérêt personnel. Tu penses qu'à l'époque ils combattaient tous sous la même bannière? Conneries! Des chefs de guerre qui se battaient plus entre eux pour le commandement que contre l'ennemi. Ils se poignardaient dans le dos, s'égorgeaient dans leur sommeil, n'hésitaient pas à sacrifier des hommes valeureux dont nous aurions bien eu besoin au combat. Et c'est là qu'un jeune Vat a trouvé un grimoire appartenant à l'ennemi. Un livre dans lequel il apprit à contrôler les esprits des hommes. Il présenta sa découverte à d'autres Vats, et ensemble, ils décidèrent d'utiliser cette magie pour sauver l'humanité. Les puissants cherchent plus de pouvoir. Il faut les dominer, les remettre à leur place, leur rappeler que c'est à eux de se battre pour le bien des autres et pas aux autres de se battre pour leur bien à eux. Grâce à ce pouvoir, les Vats montèrent dans la hiérarchie. Ils purent ainsi diriger les armées pour le bien commun et pas pour l'ego de chefs de guerre avides. Mais ils finirent par être découverts et ils furent assassinés. Heureusement, durant le règne des Vats, l'humanité avait pris assez de territoire aux Fomors et la guerre était déjà presque gagnée. Je veux continuer ce combat. Un jour, les Fomors reviendront pour reprendre ce qui leur a appartenu. Ce jour-là, si les terres de l'Arc sont divisées, nous mourrons. L'humanité doit s'unir sous une seule bannière et arrêter de se déchirer en querelle. Il n'y a pas de Kriagos, de Mineros, de Goeth ou d'Indus. Il n'y a qu'un seul peuple, l'homme. Pour moi, personne ne devrait voir son père mourir dans son enfance et sa sœur violée par un cannibale, et personne ne devrait forcer deux jeunes amoureux à se battre entre eux. Voilà ce que c'est, ma cause. Arella ne répondit pas tout de suite. Elle ne savait pas si elle devait croire la véracité de cette histoire, mais même si ça avait été une allégorie, le message était vrai. Sans rien dire, elle trempa à nouveau son pain dans la sauce et le porta à sa bouche. Elle fut aussitôt imitée par ses hôtes et le repas repris, agrémenté de conversations beaucoup plus légères. Adonar sourit tout du long. Il venait de remporter une belle victoire. Fin de la partie 25.